Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'intelligence collective peut s'appliquer au sein de la famille pour apaiser les tensions et retrouver de l'harmonie. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Une interview de Charlie Genestou, formatrice en gouvernance partagée, intelligence collective et dynamique relationnelle et également fondatrice de la Familicratie dont on va parler aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Charlie! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Charlie Genestou. Je suis formatrice en gouvernance partagée, en intelligence collective et en dynamique relationnelle. Bon, ce qu'il faut entendre par ça, c'est que je suis une passionnée des relations humaines. J'ai passé 20 ans dans le monde de l'éducation. Je n'en sors toujours pas. Dont 10 ans auprès des adolescents en lycée professionnel en tant qu'enseignante. Moi, j'ai été derrière aussi conseillère pédagogique, consultante, formatrice. Bref, j'ai évolué dans différents territoires et à différents postes. Et ce que j'ai retiré de toutes ces expériences-là, c'est que vraiment, la relation est au cœur du dispositif, dans l'éducation. Et aujourd'hui, j'avais vraiment, envie de transmettre tout ça aux familles, parce qu'il me semble que la famille reste la meilleure école pour les enfants. Donc je viens de fonder la Familicratie. Voilà. Super. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous présenter la Familicratie s'il te plaît? Oui, alors la Familicratie, c'est un programme en ligne qui vise à accompagner les familles à co-construire les règles du vivre ensemble, en laissant la place autant aux parents qu'aux enfants dans leurs individualités, pour qu'ils puissent exprimer leurs besoins, leurs envies, leurs rêves, leurs projets, et que tout le monde se mette au service du soutien de chaque individu pour construire une vraie histoire de famille. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, prendre soin de la relation et essayer d'avoir un quotidien apaisé, un quotidien heureux, malgré les tensions qui sont inévitables dans la vie de famille, mais en tout cas, arriver à pouvoir composer avec. Hmm. Euh, la familicratie, c'est des outils qui sont issus de l'intelligence collective, notamment de la gouvernance partagée. La gouvernance partagée, c'est un mode de management qui est de plus en plus en vogue dans les entreprises qu'on appelle agiles et qui vise à développer en fait l'autonomie et la coopération des membres. Donc, D'accord. c'est vraiment inspiré du monde de l'entreprise. J'ai d'ailleurs accompagné des structures publiques et privées avant de faire la familicratie. Et là, donc, je retransmets tous ces outils à travers 7 modules, plus un module bonus, pour que chaque famille s'en empare et puisse construire vraiment un projet de famille à travers les valeurs qui lui importent, tout en respectant sa culture, ses croyances, ses aspirations. Vraiment là-dessus, j'ai aucun jugement et l'important, c'est que chaque famille se sente respectée dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle porte au monde. Voilà. Et puis, l'important aussi pour moi, à travers ça, c'est de transmettre tous ces outils précieux à nos enfants et nos adolescents, parce que je crois vraiment qu'il importe qu'ils sentent qu'ils peuvent mettre leur pouvoir individuel au service de la puissance du collectif, notamment dans le monde dans lequel, voilà, qui est en mutation actuellement et dans lequel on sent que vraiment, on a besoin de fédérer des liens forts et solides et d'arriver à faire ensemble, à être ensemble vraiment dans l'harmonie. Ça, c'est une utopie, mais en fait, en tout cas, arriver à composer avec qui on est. Super. Bon, dans tous les cas, on va donner plus de détails sur ce programme plus loin dans l'interview. En tout cas, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de créer la Familicratie? Hmm. Euh, alors, je pense qu'effectivement, une des motivations premières, c'était de chercher des pistes de solutions, de comment faire face aux enjeux de notre monde, dans le sens où on est face à l'incertitude aujourd'hui, on sent qu'on traverse une période de grands mouvements, et je pense à ces jeunes et je me dis chaque fois, mais comment ils arrivent à vivre ça et à se projeter dans un avenir qu'on leur dépeint des fois de manière absolument catastrophique. Et moi, j'avais envie qu'ils deviennent vraiment acteurs de tout ça et qu'ils se saisissent de cette histoire pour devenir des vrais héros et se dire, malgré tout, on peut quand même co-construire un monde dans lequel on a envie de vivre. Un monde que j'appelle viable et enviable, mais vraiment, c'était vraiment ça.
Et puis, de ce que j'ai exploré et des retours que j'avais des parents, il me semble que ces dernières années, on a beaucoup mis l'accent sur les écoles à travers, les fameuses pédagogies alternatives, les neurosciences, tout ça. Enfin, on a beaucoup investi sur le socle commun, l'école et cetera. On a beaucoup aussi vu l'émergence de la parentalité, surtout sur le 0-3 ans. Alors aussi en prénatal, mais aussi en postpartum, sur tout ça. Et donc sur le 0-3 ans, les parents arrivaient à construire, un vrai projet de famille. Et les retours que j'avais, c'était, du moment où l'enfant part à l'école, alors après, un peu tout nous échappe. On ne sait plus, quoi faire en fait. Et moi, il m'a tenu à cœur d'aller revaloriser la cellule familiale et qui pour moi reste encore le socle fondamental pour l'enfant de la construction de son devenir, d'être humain. Et du coup, par rapport à cette tension que les parents voyaient émerger entre leurs projets, leurs rêves et puis, l'école, la société, tout ça, il m'a semblé important d'aller réinvestir, cette cellule familiale. Il se trouve que quand on devient parent, il n'y a pas de formation. On n'a aucune connaissance sur le développement de l'enfant, sur, quelles sont les postures à adopter, les impostures aussi qui pourraient être les nôtres. Donc il y a des parents qui s'informent à travers les ouvrages, des conférences, des salons, tout ça. On est aussi à une ère où il y a de la surinformation, donc dans tout ce qu'on entend, on ne sait plus vraiment de quoi se saisir, donc on fait un peu à l'intuition, mais on a vraiment l'impression d'avancer dans la parentalité en mode un peu, on gère un peu au quotidien sans trop savoir ce qu'on fait. Et souvent, je vois des parents qui sont, presque en stress face aux décisions qu'ils doivent prendre par rapport à leurs enfants, parce que forcément, il y aura des impacts. Alors là, pour les parents, d'adolescents, souvent, c'est par rapport aux écrans, aux sorties, aux études. Comment on fait pour les soutenir, les accompagner, sans altérer la relation? Parce que tout parent sain n'a aucune envie que la relation soit altérée avec son enfant. Et effectivement, il y a des fois, face à nos décisions, ben, il se peut que le conflit arrive et j'ai vu des parents vraiment perdus, démunis, qui se jugent énormément. Ça aussi, c'est se sentir être un mauvais parent, je trouve ça dramatique parce que sous quelle norme on peut parler de bons ou de mauvais parents? Je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de jugements. Et puis j'ai aussi, constaté que dans les familles, quand les enfants arrivent, on a tendance à surinvestir la vie familiale et à oublier nos ambitions d'hommes et de femmes à côté, nos vies d'hommes et de femmes à côté, avec des fois des ambitions professionnelles ou personnelles, peu importe. Mais les enfants, des fois, on leur laisse énormément de place, ce qui fait qu'on devient complètement au service du collectif en oubliant notre individualité. Et pareil pour le couple, on voit, souvent après l'arrivée de l'enfant, le couple qui s'étiole, le couple qui a du mal à tenir, à durer et c'est des espaces où, encore une fois, où donc la relation peut vite être altérée. Et moi, il m'importait d'avoir des outils à proposer qui puissent soutenir le développement personnel et collectif dans la vie de famille pour que vraiment tous ces espaces-là soient nourris et qu'on puisse avoir vraiment une vie de famille heureuse et harmonieuse. Hmm, super, c'est hyper intéressant. Est-ce que du coup, justement, tu parlais d'intelligence collective, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi, déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence collective et en quoi elle peut s'appliquer au sein de la famille? Comment ça peut fonctionner? Parce que du coup, tu parlais aussi de ton expérience en entreprise, donc comment tout ça a fait que ça fonctionne pour la famille? Ouais, bien sûr. Hem, alors l'intelligence collective, qu'est-ce que c'est? J'aurais envie de la définir comme la capacité d'un collectif d'aller créer du lien pour pouvoir faire face au changement et à son évolution en réponse à ses besoins. Voilà, je dis ça un peu grosso modo, mais c'est un peu ça. Plus le lien va être solide entre les membres du collectif, plus on va pouvoir se saisir des tensions et des conflits pour les lever et atteindre nos objectifs. Donc on va être dans une démarche un peu de performance ou d'efficience en tout cas du collectif, en tout cas sentir qu'il y a une agilité qui se crée dans la réponse au changement. Donc ça va nécessiter de la part de chaque membre un vrai travail sur soi, parce que sans connaissance de soi, on ne sait pas où sont, nos talents, nos forces, nos faiblesses, nos fragilités et qu'en même temps, il va falloir se mettre au service du collectif. Donc il y a cette démarche vraiment individuelle à faire, si on veut que ça marche et à travers, tout ça, il va falloir aussi développer des compétences qui sont à mon sens un peu trop négligées dans le système scolaire, mais c'est en émergence, donc je suis confiante. J'ai envie de parler de la créativité, de la responsabilité, de la confiance en soi, de la communication, de la coopération. Tout ça, ça va vraiment émerger et plus on va, nourrir, de l'agilité et de l'aisance dans ces compétences-là, plus le collectif, va pouvoir être solide. Et on va vraiment s'adapter à l'évolution de chaque membre, parce que chaque membre est une forme d'énergie.
dont il va falloir se saisir et qui va à la fois faire émerger quelque chose qui va dépasser la somme des individus. C'est-à-dire que le collectif va devenir quelque chose d'encore plus grand, qui nous dépasse, parce qu'on ne sait pas ce dont on est capable de faire ensemble. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc ça soutient vraiment le développement personnel. Et puis, quand on met l'intelligence collective au service de la famille, et ben ça permet à des familles de construire une vraie culture familiale, de vraiment avoir un vrai projet de famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus des enfants dans une démarche de survie. Aujourd'hui, je crois qu'on fait des enfants, parce qu'il y a plein de choses qu'on projette sur des enfants, notamment dans la vie de famille, mais il y a aussi des valeurs qu'on a envie de porter, en fait, et de transmettre dans ce monde, en fait. Donc il y a tout ça qu'on peut vraiment, venir cultiver. En fait, finalement, c'est créer un peu une super team. Ça fait un peu ça, ouais. C'est un peu C'est un ça, peu ça. c'est créer ta team, ta team familiale. Moi, ce que je me demande, c'est que autour de moi, et je pense que c'est pareil pour toi, hein, on connaît tous des gens où on peut dire, bah oui, je sais qu'un tel, il est très famille, et un autre l'est pas du tout. Du coup, par rapport à ça, comment cette team familiale, en gros, peut vraiment être ouais, fonctionner correctement, s'il y en a qui sont plus ou moins famille. Enfin, tu vois, comment ça peut s'adapter, Mmh. ça? Heu, en tout cas, l'objectif n'est pas d'être une famille complètement, en cohésion et super Mm. soudée, mais par contre, déjà d'aller respecter les individualités. On ne peut pas garantir qu'à un moment, un enfant ait envie de s'éloigner de la famille pour faire son chemin. Ça, c'est inhérent à plein de parcours que j'ai observés. Et ça, il faut être hyper OK avec ça. Et il faut être dans l'acceptation de ce qui est aussi, de ce qui se présente, en fait. Néanmoins, il me semble que dans les collectifs que j'ai accompagnés ou que j'ai soutenus, plus on laisse l'individu s'exprimer et partager ce qu'il est, plus il a des bonnes raisons de rester, en fait, dans le collectif. Souvent, ce qu'on va chercher à l'extérieur, c'est ce qu'on n'arrive pas, nos besoins qui ne sont pas nourris par ce collectif. Parce que des fois, on n'est pas écouté, entendu dans nos besoins, dans nos rêves, dans nos projets, on ne se sent pas soutenu. Donc les collectifs, on va aller les chercher ailleurs, auprès des amis ou dans les structures ou au travail, n'importe où. C'est des endroits où on vient s'échapper pour aller nourrir des besoins qui ne sont pas nourris par la cellule familiale, en fait. Mm. Alors, en t'écoutant parler, je me suis dit, là, toutes les mamans poules qui se disent qu'elles ont pas envie de voir partir leurs enfants, est-ce qu'elles peuvent utiliser cette stratégie en se disant, bah finalement, il va rester là? Mais en tout cas, l'important, c'est même si l'enfant part un jour, c'est de sentir que le lien d'amour, il est toujours présent, quoi, et de le nourrir, en fait. C'est ça peut-être qui est important. Après, il y a un vrai travail de lâcher prise à faire aussi là-dessus, et je crois que justement, c'est un vrai, enfin, je dis souvent que les enfants sont une thérapie accélérée, mais vraiment, il y a un vrai travail à faire sur soi. Pourquoi avoir ce besoin de garder un individu à soi? Enfin, tu vois, on peut se poser la question, en fait, et ça, c'est des questions que moi j'amène à travers la familicratie, effectivement, à se poser pour être juste en paix avec ce qui se passe et se laisser traverser, ne pas accrocher à des endroits, de se dire: «Ah, j'ai besoin qu'il reste, que ça retienne, ah, il s'éloigne». Enfin, travailler tout ça, en fait, la juste distance par rapport, les individus les uns par rapport aux autres, et il y a des périodes où on sera hyper soudés et des périodes où on aura besoin aussi de distance, et ça, c'est plutôt sain, en fait, dans un système. Donc finalement, si je comprends bien, la familicratie, c'est à la fois avoir des outils pour que le collectif fonctionne le mieux possible, c'est-à-dire la cellule familiale, Mmh, mais en même temps respectant l'individualité de chaque personne et de faire son petit travail perso individuellement pour arriver justement à mieux gérer le collectif dans des moments un peu troubles où voilà, va peut-être besoin d'avoir des compétences à mettre en œuvre à ce moment-là, quoi. complètement. C'est vraiment ça, et puis c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où, ça vient structurer le quotidien, donc ça met chacun en responsabilité de ce qui se passe. C'est-à-dire que ce ne sont plus les parents qui sont en charge de tout ce qui va se passer dans la vie de famille, parce que des fois c'est lourd à porter, hein. Enfin, on a une sacrée responsabilité, et puis même les tâches quotidiennes sont des fois assez ingrates. Donc du coup, là, on va vraiment répartir les responsabilités, en tout cas, bon, à la hauteur de ce qu'on peut en faire, parce qu'il y a quand même les parents qui restent quand même le socle de base d'une famille. Et donc on va quand même laisser à chacun sa place, et des fois, on va créer des espaces où il y a vraiment cette relation d'équivalence. C'est-à-dire que ni l'enfant ni le parent n'est au-dessus, on est vraiment là, on est des humains, et on va essayer de s'exprimer avec où est-ce qu'on en est de nos chemins de vie et de quoi on aurait besoin, vers quoi on aspire, et de se soutenir les uns les autres. Donc c'est vrai que ça encourage beaucoup la prise d'initiative à travers les responsabilités, les rôles qu'on peut endosser dans une famille. Ça encourage l'expression individuelle, l'autonomie, la liberté d'être qui j'ai envie d'être, et l'agilité aussi, toujours pareil, cette réponse au changement, parce que chaque membre va évoluer, chacun à son rythme et dans des univers qui lui appartiennent.
Et chaque fois, ça demande au collectif de se remobiliser pour s'adapter et laisser la place à chacun de devenir qui il a envie de devenir, en fait. Hmm, ok. Donc du coup, Family c'est un programme en ligne. Tu peux nous en dire un peu plus sur son fonctionnement et son contenu. Ouais. Alors, Family la Family est un programme en ligne, effectivement, de 7 modules, plus un module bonus qui est consacré à la prise de décision collective. Chaque module, vous pouvez vous en emparer pour venir le transposer dans tous les collectifs dans lesquels vous gravitez. Associatifs, professionnels, peu importe. Ce sont des outils qui peuvent s'appliquer tout domaine confondu. Et souvent, ça va déteindre. Quand les gens qui sont rentrés dans la Family après, quand ils vont au travail, ils ont changé leur regard. Il y a des filtres nouveaux qui arrivent parce qu'on se dit mais c'est bizarre, pourquoi là-bas on fonctionne comme ça, mais alors que moi je connais d'autres fonctionnements et on a envie d'introduire ça ailleurs. Et j'ai même été spectatrice d'enfants qui ont amené ça dans leurs écoles, bien sûr, pour l'élection des délégués ou pour d'autres choses. C'est comment on décide dans le collectif, qui fait quoi, comment. Donc ça, vraiment, ça peut impacter tous les univers dans lesquels on gravite ensemble. C'est une méthode qui s'inspire de ce qu'on appelle le rêve du dragon. Le rêve du dragon, c'est une pratique qui vient des aborigènes d'Australie et qui s'appuie aussi sur les travaux de recherche de plusieurs personnes. Je pourrais citer, pour ceux qui les connaissent et ceux qui les connaissent pas, c'est pas grave, mais Marshall Rosenberg, Carl Jung, Gandhi, Paulo Freire, Joanna Macy qui a lancé l'éco-psychologie, tout ça. Donc ça s'inspire de tous ces mouvements-là. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est vraiment un cycle de 4 étapes, le rêve du dragon. Donc les 4 étapes, un peu comme un cycle de saison ou le cycle de la vie, 4 étapes qui vont être dans un ordre chronologique et cyclique, à savoir le rêve, le plan, l'action et la célébration, auquel j'ai rajouté le sens et bien sûr la relation. Donc chaque module va explorer chacun de ces espaces à travers des vidéos, des supports pédagogiques qui sont ludiques et accessibles vraiment à tous. Aucun prérequis n'est nécessaire. Euh, Chaque vidéo peut être lue indépendamment des membres de la famille ou tous ensemble. Ça peut être aussi un moment familial de se dire ensemble, on va pouvoir après derrière débriefer sur ce qu'on ressort de ce qui a été dit, etc. Donc c'est vraiment ajustable à toute composition de famille. L'idéal, c'est d'y consacrer, quand on se lance, à peu près 2 heures toutes les quinzaines maximum, ou voire 2 heures toutes les semaines, mais déjà en quinzaine, c'est pas mal, sur 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Ça, c'est pour poser vraiment le socle de base et après chaque famille, en fonction de ses besoins, va avoir la nécessité d'aller, faire ça toutes les semaines ou pas, en fonction des espaces qu'elle a plus envie de nourrir que d'autres. Ça, c'est vraiment à chaque famille de s'emparer de l'outil derrière et d'en faire, quelque chose de très personnalisé. Du coup, en fait, il n'y a pas forcément un parcours avec une durée prédéfinie. C'est vraiment au début, ils posent un socle et ensuite, après, ils viennent piocher en fonction de leurs besoins, c'est ça? Exactement, exactement. Ok. Et en plus, donc l'accès aux vidéos est à vie, donc vraiment, il faut le faire au rythme qui est juste pour soi. Après, c'est vrai que quand on se lance, il est bien au départ de s'y engager, de s'investir, sinon ça prendra pas et du coup, ce sera un investissement qui sera un peu raté, donc c'est un peu dommage. On peut démarrer aussi en couple et d'ailleurs, c'est des fois, même intéressant de commencer en couple pour aller comprendre ce que ça vient jouer. Et petit à petit, quand on est familier et qu'on comprend, les règles du jeu, on peut y amener les enfants. Les enfants, c'est pas mal de les amener, à partir de 7 ans, à peu près l'âge de raison, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, des enfants plus jeunes, des fois, ont plaisir à prendre en charge déjà des responsabilités et c'est hyper OK, vraiment, il faut être à l'écoute de ses enfants et en tout cas qu'ils soient spectateurs de savoir que ça existe dans la famille et qu'il y a des parents déjà qui ont envie de ça. Bah, dans tous les cas, on éduque aussi par l'exemple, donc c'est bien si Complètement. peut-être bah si, je pense qu'ils peuvent avoir un petit rôle à jouer, qu'importe l'âge de l'enfant, à son niveau, ils peuvent adapter et lui trouver une petite tâche pour lui qui va fonctionner. Complètement, complètement. Moi, avec mes enfants, mon aîné a commencé quand il avait 4-5 ans, hein. Il était déjà en charge du rangement de la salle de jeu. Enfin, je pouvais, raconter beaucoup de choses là-dessus, mais d'avoir déjà une responsabilité dans la vie de famille et c'est assez intéressant d'aller faire toucher du doigt à l'enfant, de faire l'expérience de la responsabilité. Donc, voilà. Mais après, c'est vraiment libre et il y a des moments où l'enfant aussi peut se mettre en retrait et ne plus vouloir et puis y revenir et ça, faut vraiment laisser cette perméabilité, en fait. Et je trouve qu'il y a effectivement l'adolescence est un âge où c'est, d'autant plus puissant parce qu'effectivement, c'est là que les enjeux relationnels souvent, sont les plus fragiles. Donc du coup, ça peut être vraiment un soutien et un support vraiment à la famille dans cette période-là, en particulier. Donc du coup, je propose une version de base qui est complètement ajustable, et à côté de ça, donc il y a des coachings mensuels collectifs auxquels je réponds, voilà, à toutes les questions. Ça, c'est sur une année.
Donc venez vraiment avec toutes vos questions et l'idée, c'est vraiment d'aller lever toutes vos tensions et toutes vos difficultés. Voilà et après, pour tous les gens qui souscrivent au programme, il y a un accès à ce que j'ai appelé le FamLab. Le Family Lab, c'est un espace de co-développement où chaque famille va venir présenter les difficultés qui sont les siennes et les outils qu'elle a pu, utiliser pour arriver à lever ses propres tensions, en fait. Et là, c'est le but que les familles s'aident entre elles ou tu interviens aussi là-dedans? Alors moi, j'interviens le moins possible. Par contre, je peux quand même, y accéder et lire les réponses et puis des fois, je peux souffler aussi des pistes de s'il y a vraiment des endroits où les gens n'arrivent pas du tout à sortir du focus du leur et qu'elles ont besoin d'un angle extérieur. Là, je peux arriver aussi avec d'autres outils encore ou d'autres pistes à explorer, en fait. D'accord. Et du coup, ce que tu disais, l'accompagnement d'un an, en fait, c'est quand la personne prend ce programme en ligne. À partir de là, pendant un an, tous les mois, il y a un coaching avec toi, c'est ça? Exactement. Un coaching collectif avec toutes les familles qui sont engagées, en fait. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un nombre limité de familles? Est-ce que ça fonctionne, tu vois, par classe ou bien tu peux prendre le programme quand tu veux? Il n'y a pas forcément de date pour commencer. Alors en fait, on peut prendre le programme un peu quand on veut parce que dans tous les cas, on va se nourrir de tous les échanges qu'il y a. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des familles qui sont un peu plus avancées, qui vont venir répondre elles-mêmes aux problématiques du démarrage, en fait. Souvent, c'est voilà. Donc on va s'appuyer sur l'expérience des autres, tout simplement, hein, pour venir répondre à nos propres difficultés, quoi. Et du coup, ce programme, il s'adresse à quel type de famille ou quel type de situation? Ah, alors c'est vraiment aux parents ou futurs parents, on n'est pas obligé d'avoir encore des enfants pour démarrer, des parents qui sont, mariés, pacsés, séparés, divorcés, alors là, peu importe, vraiment, c'est pas du tout l'enjeu. Même des familles monoparentales, familles recomposées, vraiment, il y a aucune règle du jeu là-dessus. Hem, c'est juste avoir l'envie d'aller jouer et parce que faut vraiment le prendre comme un jeu, hein. C'est une expérience ce que je propose, hein. Aller découvrir ces outils-là, les explorer, dans une démarche de développement personnel et collectif, de sentir qu'est-ce que ça a changé pour nous? Est-ce que ça, voilà, comment on a pu redéfinir un peu nos règles du jeu du vivre ensemble? Et puis, avoir, l'envie d'avoir un foyer le plus apaisé possible, hein, j'ai envie de le dire comme ça, mais qui soutient vraiment les individus. Donc c'est toujours pareil, c'est une intention qu'on a envie de porter. Là, c'est pour le coup, ça y répond. Et puis, il y a des familles aussi qui vivent des quotidiens assez, tranquilles, qui arrivent parfaitement à composer avec ces tensions-là et qui par contre, elles vont venir chercher plus comment, j'encourage mon enfant à être nourri dans des valeurs et des compétences qui peuvent encourager, je vais utiliser ça, mais le changement de paradigme. C'est-à-dire vraiment aller co-construire une société dans laquelle, on a envie de tendre en fait et qui nécessite des compétences qui sont peut-être encore pas suffisamment nourries, au sein de l'école, quoi. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, le programme, ça s'adresse à tout le monde. Le but, c'est d'avoir envie de venir chercher des outils dans cette grande boîte à outils et qui peut être aussi pleine de ressources et justement que le parent puisse piocher en fonction de ses besoins. Il peut y avoir des gens qui aient vraiment des grosses problématiques et qui cherchent vraiment des solutions qu'ils vont pouvoir retrouver grâce aux outils que tu proposes, ou bien des gens pour qui ça va plutôt bien finalement, la relation familiale, mais voilà, qui cherchent toujours des petits bonus pour toujours améliorer ou évoluer, en tout cas dans le bon sens. C'est bien ça? Voilà, c'est ça, c'est vraiment, tous les gens qui pensent que l'éducation est un vrai levier du changement, bah, alors là, mais c'est tout à fait ma démarche à moi et tous ceux qui pensent qu'effectivement, il y a vraiment le travail de la posture et du collectif qui est en jeu actuellement. Parce que tout ce que je vais amener dans la familicratie, après, ça va déteindre sur le reste, en fait, hein. Sur l'univers professionnel, associatif, j'ai été témoin à chaque fois quasiment, hein. C'est-à-dire qu'on change vraiment notre focus sur comment on fonctionne dans les organisations, dans les collectifs. Ok. Donc c'est vraiment ça. Alors justement, pour avoir un exemple concret, est-ce que tu pourrais nous donner voilà, un exemple d'une famille que tu as pu accompagner, aider grâce à cette méthode, s'il te plaît? Mmh. Alors, comment on s'adresse à des parents d'adolescents? Je vais prendre cet exemple-là, d'une famille, un couple marié, que j'ai accompagné, il y a un peu plus d'1 an. Donc 2 adolescents, une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans. Les relations étaient très conflictuelles entre le papa et l'aîné, et je crois que le papa nourrissait beaucoup de frustration, au vu des ambitions professionnelles auxquelles il renonçait. Parce que, sa compagne mettait aussi un peu la pression par rapport aux enjeux des enfants, de la famille et cetera. Donc il y avait en plus des tensions dans le couple. C'est-à-dire qu'en fait, le père était frustré par rapport à ses ambitions professionnelles ou celles de son ado?
Ah, c'est les siennes à lui, professionnelles. Et ça se D'accord, répercutait dans les relations avec son aîné, je pense, sur d'accord. lequel il y avait des projections qui étaient faites, et puis dans sa vie de couple. La mère, elle, qui était spectatrice, la maman était spectatrice des tensions entre son aîné et le papa. Elle ne savait pas du tout comment prendre place là-dedans, donc elle tentait des choses qui étaient, voilà, bon, inefficace. Et puis, la maman, elle était aussi un peu démunie parce qu'elle assistait au chantage qui se mettait en place par rapport aux écrans, au téléphone, aux sorties, aux copains, et cetera. Tout ce qu'elle ne voulait pas voir, émerger dans son foyer apparaissait au fur et à mesure parce qu'elle était démunie, qu'elle ne savait pas comment faire face à ça. Et puis la plus jeune, elle était très, très silencieuse. En fait, elle suivait le cours, elle laissait, l'aînée prenait beaucoup de place, donc du coup, voilà, les choses se déroulaient un petit peu comme ça. Hem Et du coup, encore une fois, on a vraiment ouvert l'espace relation, pour aller le nourrir au maximum, pour que on crée des espaces, encore une fois, de parole où chacun peut venir exprimer. Alors, les espaces, quand ils sont ouverts, il y a vraiment plein de choses qui sont posées, hein, pour les ouvrir, parce qu'il y a des endroits où, quand on ne se parle plus, on se dit: «Mais comment on va arriver à finalement arriver à se parler?» Ouais. Justement, la famillecratie, elle va vous expliquer comment on peut arriver à créer un espace vraiment de parole, où chacun peut être libre, en pleine authenticité, honnêteté, vraiment de dire ce qui se passe pour lui. Et quand on prend soin de l'individu, eh ben, chacun reprend sa place. Il y a du partage qui se crée, de l'échange, et ça crée une nouvelle dynamique familiale. Et c'est vrai que le constat qu'on avait fait dans cette famille, c'est que finalement, la personne qui souffrait le plus, c'était celle qui était silencieuse, c'était la plus jeune, qui, alors elle, subissait, mais n'osait même plus dire, en fait, ce qui se passait pour elle, tellement qu'elle était spectatrice des tensions qu'il y avait entre ses parents, avec son frère, et cetera. Et souvent, effectivement, ce sont des enfants qui se mettent un peu en retrait, parce qu'ils se disent: «Et si en plus j'en rajoute une couche, alors là, ça va être difficile». Donc du coup, voilà, on a réussi à restaurer la place de chacun, et effectivement, donc du coup, après la relation et la communication surtout ont repris place dans la famille, et donc chacun a pu à nouveau, suivre son chemin en fonction des aspirations qui étaient les siennes. Mais du coup, c'est la maman qui a fait la démarche, peut-être de venir te voir? Ouais, tout à fait. C'est la Et maman qui a initié. elle en avait parlé au papa avant ou Oui, alors le comment? papa a été assez suspect. Il a voulu d'abord me parler, donc on a fait un échange d'abord téléphonique tous ensemble pour, un peu prendre les énergies de chacun, sentir si, déjà le programme pouvait vraiment répondre à leurs attentes. Voilà, et puis après on s'est lancé, quoi. Mais c'est vrai que ça fait partie des parents qui sont démunis face à des adolescents, et en plus qui viennent rejouer des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ne voulaient absolument pas voir réémerger, Mmh. mais ça revient au moment, c'est un peu le jeu, quoi. Et en même D'accord. temps, j'ai vraiment envie que les parents entendent que l'idée de tout ça, ce n'est pas qu'ils arrivent à asseoir leur autorité et à imposer, ce qui est juste pour eux à leurs enfants, c'est pas du tout ça. Il va y avoir des espaces de codécision, donc c'est un vrai travail sur soi. Il va falloir apprendre à lâcher prise aussi, à laisser la place aussi aux enfants et aux adolescents qui amènent plein de choses qui peuvent vraiment nourrir le foyer. Donc vraiment, c'est un vrai travail aussi sur soi. Et aux adolescents, ce que j'ai envie de leur dire aussi, c'est que c'est pas une manière pour eux non plus de venir, imposer tous leurs rêves les plus fous à leurs parents en espérant qu'ils leur disent: «Mais bien sûr!» Pas du tout. J'ai envie de leur dire que des fois, des parents qui disent non, c'est aussi une manière de leur dire qu'ils les aiment. Il y a des parents qui ont un langage d'amour des fois qui est: «Je cherche le meilleur pour toi et là, je sais que c'est pas juste, donc là, je vais te dire non, en fait». Et quand on est adolescent, on a du mal à l'entendre ça, mais vraiment, un parent qui questionne, un parent qui cherche, un parent qui force de proposition une solution, c'est un parent qui aime profondément son enfant. Et ça, les adolescents, des fois, malheureusement, ils entendent que les noms de leurs parents, Ah bah mais oui, confiance, bien évidemment. confiance. Et du coup, pour revenir sur cet exemple, ils ont vraiment réussi à utiliser les outils que tu proposes tout seul ou tu as dû quand même, un petit peu les accompagner ou les guider, plus de façon individuelle? Alors, à un moment, ils m'ont sollicité dans des séances individuelles pour que je fasse de ce qu'on appelle de la facilitation. Alors c'est un peu le principe de la médiation, en fait, mais il y avait tellement d'enjeux entre l'aîné et le papa que, voilà, je suis venue en soutien, en fait, parce qu'effectivement, il y avait un moment, il y avait besoin d'avoir quelqu'un d'externe qui ne soit pas dans des enjeux affectifs avec ce qui se passait, pour pouvoir juste reposer le cadre et laisser à chacun, voilà, l'espace d'expression qui lui était nécessaire, en fait.
D'accord. Donc, en fait, c'est aussi quelque chose qui est possible de faire si vraiment c'est compliqué. Tu peux intervenir Mmh. justement pour les aider parce que c'est bien aussi de pouvoir expliquer ça pour les parents, peut-être où il y a peut-être plus du tout de communication, qui se diraient oh, ça a l'air génial, ça a l'air magique cet outil, Mmh. comment ça se passe? Mais voilà, c'est aussi une étape qui est pas facile, surtout l'étape de la communication, quand vraiment elle est un peu en rupture. Même avec les meilleurs outils du monde, il y a quand même besoin de peut-être un petit peu de temps et potentiellement d'avoir un petit peu d'aide d'une personne extérieure justement qui va pouvoir peut-être apaiser les tensions et justement qui vient sans tout ce bagage émotionnel. Bien sûr. Ouais, il y a ça et en même temps, les coachings collectifs sont assez puissants là-dessus, hein, parce que, des fois, il y a des encore une fois, c'est des parents externes qui, eux, observent la situation comme moi, hein. Quand on n'a pas l'enjeu affectif, c'est beaucoup plus facile pour comprendre, là où ça se joue, en fait, la tension. Et après, bon, c'est la manière d'aller amener parce qu'effectivement, il y a des gens qui refusent de bouger aussi, hein. Il y a des gens qui ont une vraie rigidité en eux parce que ça vient, toucher à des choses qui sont trop profondes et des peurs, des croyances, tout ça, donc il faut aussi derrière avoir un cadre de sécurité qui soit vraiment très, très solide, hein, pour arriver à faire ça. Donc, c'est d'autant mieux quand la personne en a envie et qu'elle a conscience et qu'elle a envie de changement. Bon et en même temps dans les familles, des fois, quand on est tout seul à voir vraiment le problème et à chercher la solution, mais c'est aussi des fois la manière de pouvoir, amener le changement. Des fois, on est soi-même, responsable de ce changement-là, en fait. Quand on se change soi-même, tout le système va changer dans tous les cas. Donc des fois, on peut venir aussi tout seul faire l'expérience. Dans tous les cas, comme je le dis, tous ces outils, ils vont déteindre dans tous vos univers à côté. Donc, même tout seul, ça peut être une démarche, intéressante, hein. Voilà. D'accord. Non, c'est chouette. C'est chouette et c'est vrai que bah oui, il peut y avoir plein de problématiques diverses et variées. Donc oui, et puis des fois on peut le voir dans le couple, il y a des moments où nous on a envie d'aller dans une direction, on se dit ah ça serait trop bien, on pourrait changer ça et on pourrait faire ça. Et l'autre est pas du tout enclin à vouloir aller dans la même direction. Bon, bah ça peut être intéressant d'avoir peut-être quelques outils pour se dire bon bah peut-être que j'aurais dû l'emmener d'une autre façon, ça aurait peut-être mieux marché. Et comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, on apprend aussi par l'exemple. Et du coup, bah, si déjà un des deux fait, on va dire, le job, entre guillemets, et qui fait déjà ce travail pour lui-même, et que l'autre personne voit que qu'en fait, bah, elle va bien, qu'elle est de bonne humeur, que ça a l'air d'aller pour elle, bah, au bout d'un moment, en fait, cette personne va forcément aller vers l'autre en lui disant mais comment t'as fait, mais du coup c'est quoi, Mmh. enfin voilà, ça va être un petit peu intriguant finalement et voilà, donc peut-être pas forcément d'aller tout le temps au conflit à se dire non mais viens, là il y a une solution, viens on pourrait faire ça comme ça, mais plus bah, déjà peut-être de se renseigner, comme tu l'as dit, on peut aussi prendre le programme tout seul pour bah, justement prendre l'information, peut-être amener son compagnon, son partenaire de vie à regarder ce programme aussi ensemble et déjà travailler ça ensemble et échanger là-dessus. Puis petit à petit, bah, du coup, le déverser aux autres membres de la famille. Je pense qu'il n'y a pas forcément, comme tu l'as dit, de règles pour commencer ce programme. Mais en tout cas, si un des membres de la famille a envie de changement et a envie de trouver des solutions, au moins cette personne, au lieu de se battre contre tous les autres membres de la famille Mmh. avant d'y arriver, peut au moins aller chercher cette information pour elle, prendre toute cette information, échanger avec toi, échanger avec les autres parents, et ensuite bah, peut-être amener les autres membres de la famille pour ce grand changement collectif. Mmh. Complètement. Complètement parce que des fois un partenaire ou même un enfant qui est réfractaire et c'est juste dans son chemin, on ne sait pas à quel moment il va d'un coup se dire: «Mais bien sûr, en fait, maintenant ça y est, je suis prêt, je viens en fait». Mais ça, on peut pas le savoir. Des fois, il ne viendra jamais et des fois ça arrive et ça, on peut pas savoir effectivement. Mais déjà, c'est effectivement de trouver des ressources et là, tu l'as souligné, effectivement, même dans un couple, ça se joue. La prise de décision collective, j'ai des aspirations qui m'amènent là-bas, toi là-bas, comment on fait? Qui a raison, qui a tort? Tout ça, on va venir vraiment le comprendre, savoir ce qui se joue dans une relation quand on fait ça et comment on prend la décision ensemble, pour que les 2 individualités soient hyper OK avec ce qui se passe. Qu'on reparte pas avec, et voilà, il me dit encore une fois non. Bah, peut-être pas, peut-être qu'on peut le vivre aussi différemment en fait. Hmm. Voilà. Ok. Alors justement, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Sachant que pour beaucoup, c'est des mamans d'ados, hein. Même si je sais que oui, les papas, vous êtes là. Mais on va pas se le cacher, souvent c'est les mamans qui sont à l'initiative du changement.
Ouais. Ah ouais. Alors, j'ai vraiment envie de m'adresser en tout cas aux mamans qui se sentent en difficulté, déjà. Parce que ça, c'est des fois très, très lourd à porter. J'ai envie de dire à ces mamans-là ou même ces parents-là, heu, tout le monde est en difficulté tôt ou tard dans sa vie de famille. C'est inévitable, ça fait partie du jeu, c'est comme ça et donc de l'urgence de sortir de la culpabilité et de se dire: «Mais chez nous, ça marche pas». C'est pas vrai. Même nous, professionnels de l'éducation, qui avons encore plus de connaissances que la plupart des gens, on est nous-mêmes en difficulté dans nos vies de famille. C'est une réalité. Après, on a plus d'outils dans la palette pour pouvoir se saisir et se dire comment on fait pour lever justement les tensions et tout ça. Mais ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Donc sortir de la culpabilité et de se dire chez nous c'est pire qu'ailleurs, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne sait pas ce qui se passe dans l'intimité des familles. Et moi qui de plus en plus y entre, j'ai envie de vous dire, je ne vois pas une famille. En même temps, c'est pour ça aussi qu'elles viennent me voir les familles, mais il n'y a pas des familles chez qui tout est merveilleux. C'est pas vrai. Donc accepter les tensions, accepter le conflit. Heu, on nous a pas prévenus avant de devenir parents, mais c'était inévitable. Ça va émerger tôt ou tard. Ce qui est important, c'est que tout conflit, toute tension, est un écart entre ce que je vis actuellement et ce vers quoi j'aimerais tendre. Et que du coup, ce conflit-là, cette tension-là, il faut arriver à s'en saisir comme une opportunité de croissance pour la famille, pour soi et de se dire que c'est une chance qu'on peut saisir de pouvoir évoluer vers quelque chose qui nous fait nous penser être mieux pour nous et pour nos enfants, pour notre vie de famille. Et puis, j'ai aussi envie de dire de vraiment de garder confiance parce que, toute période de conflit est une période à traverser. C'est qu'une étape dans le chemin, en fait. Il faut faire confiance à l'impermanence dans la vie, tout est en mouvement, tout se transforme, et que dans une période comme celle qu'on traverse, qui est assez anxiogène de mon point de vue, en imaginant que nos adolescents sont eux-mêmes en plus dans une période assez sensible de leur vie, ils ont besoin d'être nourris dans des besoins d'espoir, de projection, de sécurité et que ça va reposer sur des parents qui ont confiance aussi. Même si des fois on tremble, bien sûr qu'on a le droit de trembler, mais gardons confiance, continuons à questionner, à chercher, à montrer qu'on est en mouvement, qu'on se laisse pas, on n'abandonne pas, on se résigne pas au conflit, à la tension. On va toujours aller chercher, questionner, parce qu'un enfant qui n'a plus d'espoir, un enfant qui sent que tout est figé et que rien n'évolue, il va aller chercher la transgression. Et ça, c'est très difficile à vivre pour des parents. En même temps, si ça se présente, pareil, encore une fois, se laisser traverser et accepter, c'est qu'une étape. C'est une étape et il y a des outils qui existent, il y a des choses qui existent. Donc, allez explorer les espaces de soutien pour aller trouver de vous-même, en fait, des moyens de pouvoir, encore une fois, questionner ce qui se passe, mieux comprendre ce qui se joue pour l'enfant. Et des fois, ce sera peut-être pas votre rôle à vous. Peut-être que c'est des personnes extérieures qui vont venir soutenir vos enfants, vos adolescents dans une période qui est sensible pour eux et il faut accepter. Hmm. Oui, et puis il faut pas avoir honte ou peur finalement d'aller chercher de l'aide ailleurs parce que des fois ça fait vraiment le plus grand bien, je pense, d'avoir quelqu'un qui arrive justement sans ce bagage émotionnel et en plus de ça, l'adolescent peut être plus enclin justement à communiquer avec cette tierce personne parce que justement il n'y a pas tout cet historique derrière et ça peut débloquer déjà la situation dans un premier temps et renouer le dialogue et que ça puisse un petit peu s'apaiser. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces beaux messages d'espoir aussi. Donc ça, c'est cool, on aime bien. Et pour finir, comment pouvons-nous te contacter et s'inscrire au programme en ligne? Mmh. Alors le plus facile, c'est d'aller sur le site, donc www.familycracy.fr. Familycracy, ça s'écrit family, L-I, et cracy comme démocratie, puisque cracy, c'est le pouvoir et la puissance, donc le pouvoir et la puissance des familles, familycracy.fr. Alors dessus, vous aurez tous les liens pour vous inscrire. Vous aurez aussi des liens pour prendre rendez-vous avec moi par téléphone pour qu'on fasse connaissance et nous assurer que vraiment le programme répond à vos besoins et vos attentes. Il y a un formulaire de contact, sinon il y a aussi l'adresse de contact, donc c'est comme vous voulez. Néanmoins, c'est peut-être le plus facile et il y a aussi la page Facebook sur lequel vous avez, régulièrement des informations sur les espaces que je peux nourrir, la manière dont je peux nourrir et puis vous pouvez aussi voir si ma personnalité, aussi ça colle pour vous parce que des fois, en tant que professionnel, voilà, on pose quelque chose et on n'est pas non plus on fait pas l'unanimité, pardon. Du Mm. coup, sentez ça, sentez mon énergie, sentez si ça vous parle ce que je propose et puis, si vous avez l'élan, ben, venez et puis on peut en parler avant de vous lancer dans le programme.
Super, bon, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, donc ça sera très facile pour vous de tout Merci. retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère vraiment que ça pourra aider à apporter des pistes de réflexion, des pistes de solutions pour les parents qui en ont besoin. Merci beaucoup Sarah, merci pour ta confiance, vraiment, hein. J'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai vraiment aimé, cette expérience de transmission, avec ces parents-là que je ne vois pas, mais que je peux essayer de toucher avec ma voix et j'espère en tout cas qu'ils garderont confiance, en tout cas, dans ce qui se passe pour eux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!